Bonjour, je suis Catherine Gagnon, médecin omnipraticienne. Je travaille à l'hôpital Jeffrey Hale en gériatrie et en santé publique. Bonjour, je suis Judith Germain, médecin omnipraticienne. Je travaille au Centre de santé et de services sociaux de la vieille capitale à Québec. La moitié de ma pratique est en gériatrie et psychogériatrie ambulatoire, l'autre est en soins prolongés. L'objectif principal de cette brève capsule est de vous présenter un outil de travail auquel nous avons contribué. Il s'intitule « Gestion optimale des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, aide-mémoire à la prise de décision ». Cet outil a été réalisé par M. Philippe Voyer, infirmier et professeur titulaire à l'Université Laval, à la demande du RMG3. Le RMG3 est le regroupement des médecins œuvrant en gériatrie dans la région 03. C'est un organisme qui englobe des médecins qui sont particulièrement intéressés par les soins aux personnes âgées et qui ont décidé d'unir leurs efforts pour partager des expériences et des outils de travail comme celui-ci. Nous sentions le besoin de rendre disponibles les connaissances pratiques sur ce sujet. En débutant, nous vous suggérons de télécharger l'aide-mémoire sur le site web du Centre d'excellence sous la rubrique « Documentation ». En l'imprimant à l'avance, il sera plus facile pour vous de l'explorer avec nous. Précisons d'abord ce que sont les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Nous les appellerons SCPD pour alléger la présentation. Les symptômes psychologiques comprennent anxiété et dépression, bien sûr, mais aussi les idées délirantes, les hallucinations, les illusions. Les symptômes comportementaux, quant à eux, consistent en de l'agitation, qui peut être verbale ou non verbale. L'agitation sera dite verbale s'il s'agit de paroles répétées ou de demandes répétées. Elle sera dite physique si des gestes sont posés. Par exemple, errer, se déshabiller dans un lieu inapproprié ou encore accumuler des objets. Que l'agitation soit verbale ou non verbale, il peut y avoir agressivité. On parlera d'agressivité s'il y a des cris, des injures, des gestes agressifs, des coups, des morsures ou des lancers d'objets. Il est aisé de comprendre que de tels comportements perturbent les milieux de soins. Ils ont des conséquences directes sur le patient lui-même, bien sûr, mais aussi sur tout son entourage. Par exemple, la famille, les proches peuvent avoir honte et diminuer leur visite. Le personnel vivra du stress, de l'anxiété, ce qui peut diminuer la bonne relation avec les patients et diminuer la qualité des soins, ou même provoquer de l'absentéisme. Les autres résidents peuvent aussi subir les conséquences des symptômes dérangeants lorsqu'ils subissent par exemple des intrusions, des gestes agressifs, des coups. Ou encore, les gens peuvent obtenir moins d'attention du personnel lorsque les employés sont débordés par les soins et l'attention à apporter à la personne présentant un symptôme dérangeant. Feuilletons ensemble l'aide-mémoire pour mieux le comprendre. Les pages 3 à 5 résument les principes de base de l'approche globale. Par exemple, une intervention sera plus efficace si elle s'attaque aux causes et aux facteurs prédisposants plutôt qu'aux symptômes lui-même. Le plan de traitement devra se poursuivre 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Il s'agit évidemment d'interventions d'équipe qui concernent tous les soignants. La page 6 illustre l'arbre décisionnel, c'est-à-dire la manière d'aborder le SCPD. Les pages 7 à 12 donnent les causes fréquentes et les pistes de solutions pour chacun des symptômes. En page 13, une histoire biographique vous est présentée. Une personne de nature solitaire ou tranquille réagira différemment d'une personne extravertie qui est à l'aise en public. On peut trouver dans l'histoire biographique la cause ou la solution appropriée pour le symptôme dérangeant. En résidence, une brève histoire biographique devrait se retrouver au dossier afin que le personnel puisse mieux connaître la personne. La page 14 donne un exemple de grille d'évaluation. Il est à noter au début de la grille d'évaluation que la date de début et de fin est indiquée. Le personnel doit savoir que l'analyse de la grille d'observation se fera après la période de fin d'observation. Une intervention testée devra l'être durant au moins 4 semaines avant de juger de l'efficacité ou de l'inefficacité de cette intervention. Allons-y maintenant avec quelques exemples qui sont en fait des cas réels dont on a modifié que les noms.
On m'interpelle lors de ma tournée pour Madame Lavallée, 85 ans, qui souffre d'une démence de type Alzheimer d'un stade modéré. L'infirmière de jour me demande de prescrire un PRN, c'est-à-dire un médicament à donner au besoin, parce que Madame s'éveille la nuit, elle se lève, elle crie, elle éveille ainsi les autres résidents et on craint qu'elle ne tombe. L'infirmière de jour me transmet ce message de l'infirmière de nuit, sans toutefois pouvoir me préciser comment se déroule la soirée et le début de la nuit. Prenons l'algorithme en page 6. Il faut d'abord se demander si l'approche est appropriée au patient. On trouve en page 4 les principaux éléments d'une bonne approche. Ensuite, on se demandera si le recadrage est possible. Dans le cas présent, il est clair qu'il ne l'est pas. Les cris de madame sont forts, ils témoignent d'une fatigue, d'une détresse chez elle et ils compromettent naturellement la tranquillité nocturne de l'étage. On convient qu'il est important de prévenir le problème ou tout au moins de le diminuer. Ensuite vient la phase dite d'évaluation. On trouve en page 7 certaines causes de symptômes dérangeants. Donc, on pensera à vérifier certaines choses précises. Par exemple, madame a-t-elle faim la nuit, a-t-elle soif? Ou est-ce qu'elle souffrirait d'une anxiété dans le noir, par exemple? Le personnel de soir, de nuit ou de jour sera appelé ici à noter ces observations avec le plus de précision possible. La section Intervention alternative potentielle peut nous donner des pistes d'intervention. On pensera ici, par exemple, à essayer la présence simulée. Revenons à notre cas clinique. Madame Lavallée, d'après les notes du personnel, se couche vers 19 h et s'endort presque aussitôt. Elle se réveille habituellement vers 2 h du matin et crie pour se lever. On formule alors l'hypothèse qu'elle a un besoin de s'activer la nuit, un besoin qui est compromis par la demande très compréhensible du personnel de la recoucher. On note aussi que le jour, madame est souvent assise près de l'ascenseur. Elle aime être dans les airs de vie. Elle salue les gens qui passent. On entreprend alors 2 actions. D'abord, on retarde l'heure du coucher. Ensuite, lorsqu'elle s'éveille la nuit et qu'elle ne veut pas se recoucher, au lieu d'insister, on l'emmène près du poste, près de l'action, et on cherche à la recoucher un peu plus tard. Après 4 semaines, on fait le bilan. Même si la situation n'est pas parfaite, il y a tout de même une bonne amélioration et on décide de continuer de la même façon. On a ainsi évité l'emploi prématuré et inapproprié d'une médication qui aurait augmenté le risque de chute chez madame, sans pour autant la soulager de son malaise. Voici un deuxième exemple pour illustrer davantage l'importance du recadrage. Madame Couture est une dame âgée de 77 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer. Lors de sa toilette, le préposé a remarqué qu'elle voyait quelque chose dans le coin de sa chambre. En révisant le dossier, il s'est rendu compte que ce problème était déjà survenu dans l'ancienne résidence. Reprenons l'aide-mémoire. L'approche du préposé est-elle appropriée? Oui, car il ne confronte pas la dame et poursuit sa tâche en changeant tranquillement de sujet. Le recadrage est-il possible? Oui, car la dame ne manifeste pas d'angoisse ni de crainte démesurée. Elle ne voit qu'un animal inoffensif. Il est important dans ce cas d'inscrire au dossier les caractéristiques de ces hallucinations afin que le personnel ne s'en inquiète pas et ne réagisse pas outre mesure. En résumé, l'aide-mémoire est un outil intéressant puisqu'il permet de regarder les symptômes dérangeants de façon très structurée. Il ne faut pas oublier que la résistance aux soins, les cris répétitifs, la tendance à s'enfuir et l'errance ne répondent que très mal aux médicaments actuels. C'est pour cette raison que l'aide-mémoire est un outil intéressant afin d'évaluer et de réévaluer l'efficacité de nos interventions. Nous espérons que l'aide-mémoire vous sera utile. Merci de votre attention.